Dans cette vidéo, nous allons maintenant nous intéresser à la troisième et dernière section du chapitre 5, ressources et compétences, qui porte sur l'apprentissage organisationnel et la gestion des connaissances. Donc, dans cette dernière section, qui est légèrement plus courte que les deux précédentes, nous allons simplement voir quelques théories qui s'intéressent à la manière dont les entreprises vont apprendre. Donc, c'est l'idée de l'entreprise apprenante et la manière dont les connaissances peuvent être partagées à l'intérieur de l'organisation et plus particulièrement les connaissances qui peuvent s'apparenter aux ressources et compétences évoquées dans les deux sections précédentes, c'est-à-dire celles qui sont à la base de l'avantage concurrentiel. Première sous-section, nous allons nous intéresser à l'apport des travaux d'Argyris et Schoen sur l'apprentissage organisationnel. Et un des apports essentiels de ces deux auteurs est de distinguer ce qu'ils vont appeler l'apprentissage simple boucle de l'apprentissage double boucle. Donc, on voit très bien la pertinence de s'intéresser aux travaux de ces deux auteurs dans le cadre de ce chapitre, puisque la question de l'apprentissage organisationnel, c'est un élément central de l'approche par les ressources et les compétences, puisque ça va à la fois nous renseigner sur les mécanismes qui vont permettre aux firmes de découvrir et de mettre en place des routines. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler l'apprentissage simple boucle. C'est le premier niveau de l'apprentissage par l'entreprise. Mais également d'essayer de voir comment est-ce que les propres objectifs de l'entreprise, ses propres normes, peuvent s'adapter à des changements plus importants. Et donc ça renvoie à ce qu'ils appellent l'apprentissage double boucle. Donc, pour rendre ça un peu plus précis, en fait, l'idée ici, c'est que lorsqu'une entreprise va se rendre compte que certaines décisions ont amené à des échecs, c'est-à-dire que la décision n'était pas la bonne, il y a des erreurs qui ont été faites, eh bien, ça va permettre à l'entreprise de pouvoir modifier sa politique. Et donc ici, on aura simplement ce qu'on appelle un processus de simple boucle. Donc l'exemple qui est notamment donné par les auteurs, ce serait un thermostat dans une pièce qui va détecter la température. Et s'il fait trop chaud ou trop froid, eh bien, il va réguler la température en agissant directement sur le chauffage. En revanche, on peut même considérer que parfois le processus va plus loin, puisque ce qu'il est également possible d'observer, ce sont des apprentissages organisationnels de double boucle, c'est-à-dire que l'entreprise va se rendre compte qu'il y a eu des erreurs, et donc ces erreurs vont être détectées et corrigées, mais en remettant de manière plus profonde en question, de manière plus profonde, les normes, les politiques ou encore même les objectifs de l'organisation. Donc on voit bien qu'il y a deux niveaux de lecture. Un apprentissage organisationnel simple où simplement on va corriger à la marge certaines décisions, ce qui va permettre d'adapter, on pourrait dire, les routines de l'entreprise, et un apprentissage plus profond, l'apprentissage double boucle, où on va considérer que les mauvaises décisions, les erreurs qui ont été faites, ne doivent pas simplement remettre en cause les routines de l'organisation, mais doivent la remettre en cause de manière plus profonde encore. Et donc, si on s'appuie notamment sur le triptyque prémices, croyances, artefacts qu'on a vu tout à l'heure dans l'analyse de la culture d'entreprise, eh bien, effectivement, ici, on pourrait considérer que l'apprentissage double boucle, les erreurs qui sont observées vont remettre en cause pas uniquement les artefacts de l'entreprise, mais également les valeurs, voire même les prémices qui sont à l'origine de la culture d'entreprise. Donc ça, c'est l'apport essentiel des travaux d'Argyris et Schoen. Un autre élément important dans cette section concernant l'apprentissage organisationnel et la gestion des connaissances, c'est l'existence d'un effet d'expérience, et ce qu'on va voir, c'est comment est-ce qu'on peut relier cet effet d'expérience à l'existence de ce qu'on appelle des connaissances tacites. Donc cet effet d'expérience, il a été mis en évidence par Wright dans l'analyse de l'industrie aéronautique, et ce qu'il montre, c'est que le nombre d'heures de main-d'œuvre directe et donc, par conséquent, les coûts par unité produite vont diminuer en proportion fixe à chaque doublement de la quantité d'avions qui est produite. Et donc, ce qui est intéressant ici, ce n'est pas une diminution des coûts qui serait liée à la quantité produite. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les économies d'échelle. On a pu en parler au semestre 1. Ici, ce qu'on va observer, c'est une diminution du coût unitaire de production avec les quantités cumulées. Et c'est ça qui est important, c'est cette idée cumulative. Et donc, plus on produit, plus on va développer des compétences particulières, des techniques particulières. La productivité va augmenter au fur et à mesure que la production augmente. Et ça s'explique tout simplement par le fait qu'à côté des consignes explicites qu'on va mettre en place pour encadrer le processus de production, eh bien, la répétition d'une même tâche va permettre aux individus qui en sont responsables d'accumuler progressivement des connaissances qui sont tacites et qui vont permettre d'améliorer l'efficience du processus productif.
Et donc, effectivement, ça va se représenter de la manière suivante. Donc, si on a le coût unitaire et la production cumulée, eh bien, ce qu'on verra, c'est qu'il y a une baisse des coûts fixes et variable de X% à chaque doublement de la production cumulée, qui s'explique par le fait que les individus, dans leur ensemble, hein, à la fois individuellement, mais à la fois collectivement, dans leur manière de se coordonner entre eux, dans la manière de partager le travail, eh bien, vont obtenir des gains de productivité, puisqu'il y a de l'apprentissage, puisqu'il y a des effets d'échelle, etc. À titre d'exemple, on peut prendre l'industrie de montage des éoliennes et donc le temps d'assemblage d'une éolienne, notamment donc, au sein de la division chez Siemens, hein, qui produit des éoliennes. Il est passé entre 2004 et 2010 de 36 heures à 19 heures. Et donc on voit bien ici que cela ne peut pas s'expliquer que par une amélioration des techniques, cela s'explique aussi par le développement de compétences particulières qui permettent à l'entreprise d'être plus efficace et notamment de s'inspirer d'autres systèmes productifs. Et donc ici, on voit bien que cette courbe d'expérience, elle met en évidence l'importance des connaissances tacites qu'on opposerait à des connaissances qui seraient explicites, c'est-à-dire codifiées. Et c'est un élément qui avait déjà été mis en évidence par un auteur qui s'appelle Polanyi dans les années 50. Et donc ici, l'idée de ces connaissances tacites, ce sont des connaissances qu'on ne peut pas exprimer hors de l'action de leur détenteur. Et très souvent même, les détenteurs de ce type de connaissances ignorent ou plutôt négligent le fait de les posséder. Donc, un exemple classique, c'est le fait de savoir faire du vélo. On sait faire du vélo, mais on ne sait pas forcément expliquer à quelqu'un qui ne saurait pas en faire comment est-ce qu'il doit procéder. Donc, il y a quelque chose un petit peu d'inné pas d'inné justement, qui n'est pas inné, qui est acquis, mais qui ne peut s'acquérir que par l'expérience personnelle. Et il est très difficile de codifier, d'expliquer ce type de compétences, de connaissances. Donc, ces connaissances tacites, et c'est là qu'on peut faire le lien avec ce chapitre, hein, c'est qu'elles vont constituer des ressources stratégiques extrêmement importantes pour l'entreprise, notamment puisque le fait qu'on ne puisse pas facilement les codifier, les expliciter, ça va les rendre très difficiles à transférer d'une firme à l'autre. Donc, ça va limiter le caractère imitable d'une ressource ou d'une compétence. On ne peut pas copier une entreprise si jamais ce qui lui permet d'être plus performante, ce sont ce type de connaissances, des connaissances tacites qu'on ne peut pas codifier. La limite, c'est que dès lors qu'elles ne sont pas facilement observables par d'autres entreprises, eh bien, c'est que leur conservation et leur transfert au sein même de l'entreprise peut également être rendu compliqué. Dernière sous-section qui nous permettra donc de conclure maintenant sur ce chapitre 5, c'est l'apport de l'analyse de Nonaka et Takushi. Donc, ils vont justement repartir un petit peu des travaux de Polanyi et essayer de voir comment est-ce que ces connaissances tacites, qui sont très difficilement identifiables, comment est-ce qu'elles peuvent être gérées au sein de l'entreprise et surtout comment est-ce qu'on va essayer d'assurer leur transmission. Et donc, ils vont réfléchir à partir de là et ce qu'ils vont essayer de regarder, c'est comment est-ce que les connaissances tacites et explicites vont s'échanger à l'intérieur de l'organisation et ils vont même aller plus loin dans le raisonnement puisque ce qu'ils vont montrer c'est que en fait les connaissances n'ont pas un statut qui est univoque dans le temps. C'est-à-dire que certaines connaissances explicites peuvent devenir tacites et à l'inverse certaines connaissances tacites peuvent devenir explicites. L'essentiel de leur raisonnement peut se résumer au travers de ce graphique où vous avez donc plusieurs éléments importants. Donc, vous avez, pour les notations, quand vous avez un petit i, ça renvoie à l'échelle individuelle. Quand vous avez un petit g, cela renvoie au groupe, c'est-à-dire ce sont des équipes ou des divisions, donc des sous-ensembles à l'intérieur de l'entreprise. Et lorsque vous avez O, cela renvoie à l'organisation dans son ensemble. Et donc, ce qu'on va voir ici, c'est qu'il y a un processus circulaire à l'intérieur de l'entreprise où les connaissances vont se transformer de manière perpétuelle. Et donc, les connaissances tacites vont se partager entre elles. Ensuite, les connaissances tacites vont devenir de plus en plus explicites. Ensuite, les connaissances explicites vont s'arranger entre elles, vont se combiner entre elles. Et ensuite, les connaissances explicites vont devenir tacites, c'est-à-dire qu'elles vont être internalisées par les individus. Donc, vous avez 4 étapes: la socialisation, l'externalisation, la combinaison et enfin l'internalisation, qui sont développées dans les slides suivants. Donc la socialisation, c'est de l'échange de connaissances tacites. Donc les individus vont partager de l'expérience, ils vont discuter entre eux, sans même forcément utiliser le langage, juste par l'observation mutuelle. Et donc c'est comme ça que par l'observation, l'imitation, la pratique, on va se socialiser. Donc c'est ce qui est représenté dans le graphique que vous avez ici. Les individus vont entre eux partager des connaissances tacites et éventuellement améliorer leurs connaissances tacites réciproques.
On a ensuite ce qu'on va appeler de l'extériorisation, c'est-à-dire que la connaissance tacite qui a été développée, eh bien, elle va être partagée avec l'ensemble d'un groupe. D'accord? Donc, c'est comme ça qu'on va articuler des connaissances tacites en concepts un peu plus explicites, c'est-à-dire qu'on va partir de ce qu'on a défini de manière un peu informelle et on va essayer de rendre, de codifier ces connaissances, de les expliquer, de leur donner du corps de manière à ce qu'elles puissent être partagées avec d'autres individus, notamment à l'échelle d'un groupe. Quatrième étape, c'est la combinaison. Donc ici, c'est lorsque on va avoir une combinaison des différentes connaissances explicites à l'intérieur de l'organisation. Et donc, ce que vous voyez ici sur le graphique, c'est que plusieurs groupes vont échanger entre eux de l'information, des connaissances explicites qui vont ensuite être combinées entre elles, arrangées, de manière à ensuite se diffuser dans l'ensemble de l'organisation. Donc ici, les individus vont échanger, combiner des connaissances par différents médias qui existent à l'intérieur des entreprises, des documents, des réunions, des conversations téléphoniques, des séances de brainstorming, etc. Et ensuite, la combinaison, c'est-à-dire le tri, la catégorisation, le fait de mixer certaines connaissances, va conduire à de nouvelles connaissances à l'intérieur de l'entreprise. Et enfin, la dernière étape, c'est, et ce qui est très bien représenté par le graphique ici, c'est l'étape de l'intériorisation, c'est-à-dire qu'on voit bien que la connaissance qui a été mise en place au niveau de l'organisation, elle se retrouve au niveau du groupe et elle va être intériorisée par les individus. C'est-à-dire que les individus vont incorporer de la connaissance explicite en connaissance tacite, c'est-à-dire qu'ils vont intégrer dans leur comportement quotidien de manière inconsciente des connaissances qui ont été développées par le passé par l'organisation à travers des 3 processus précédents. Et donc, on voit bien ici le fait que certaines connaissances deviennent avec le temps très difficiles à expliquer, à conceptualiser, puisqu'en fait, elles sont le fruit d'un processus qui peut parfois être très long de développement de connaissances tacites et ensuite d'explicitation de ces connaissances et de combinaison de ces différentes connaissances. Et donc, ici encore, il n'est pas surprenant que les travaux de Donaka et Takeshi soient très souvent utilisés pour expliquer pourquoi est-ce que certaines entreprises bénéficient d'un avantage concurrentiel. C'est grâce à ce processus cumulatif de gestion des connaissances qu'elles ont construit progressivement dans le temps des ressources et des compétences distinctives qui sont propres à leur fonctionnement et qui sont forcément difficiles à imiter pour d'autres concurrents. On en a terminé de ce chapitre 5 et donc nous nous reverrons dans de prochaines vidéos pour le chapitre 6 qui porte sur l'innovation à l'intérieur de l'entreprise.